Ça fait des années qu'Elon Musk parle de mettre une puce dans la tête des gens. Le 21 mars, il l'a fait en live. Un homme paraplégique capable de contrôler son ordinateur par la pensée. Jusque-là, on avait simplement eu des images de l'implant enregistrant l'activité cérébrale de cochon ou d'un singe jouant à Pong. Cette puce, on peut l'installer avec une petite chirurgie d'à peine 1 heure et le recharger par induction. Sauf que ce genre de technologie, ça existe déjà depuis un moment. On appelle ça des interfaces neurales directes et les premières remontent à 1970. Utilisée pour les personnes tétraplégiques, l'interface fait le lien entre le cerveau et une machine. Par exemple en formant des mots sur un écran alors qu'on est incapable de parler. Contrôler des fauteuils roulants, des prothèses ou des exosquelettes, rien qu'avec notre cerveau, c'est devenu possible. Un centre de recherche grenoblois est même allé plus loin. Ils ont rendu l'usage de ses jambes à un patient paralysé. 64 électrodes ont été placées de chaque côté de son cerveau pour lire ses intentions sous forme de signaux électriques. Elles sont ensuite envoyées vers un ordinateur qui va les traiter en temps réel pour les transmettre à un simulateur. Il est placé sur la moelle épinière et sert de remplacement à la partie abîmée. L'information finit par arriver aux muscles qui vont pouvoir se contracter. Il doit quand même aller partout avec son ordinateur, mais ça a changé sa vie. Toutes ces solutions se servent de l'informatique. Mais aujourd'hui, on est capable de faire encore plus fort. Créer des cerveaux miniatures sur des micropuces en utilisant de véritables neurones. C'est le projet sur lequel travaille une équipe du CNRS et de Aix-Marseille Université. C'est grâce aux informations qu'ils nous ont partagées que nous avons pu réaliser cette vidéo avec l'aide de Play Azure Prod. Vous pourrez aussi le découvrir vous-même ainsi que plus de 60 autres projets de recherche pendant le festival Explore qui a lieu du 27 mai au 2 juin à Marseille. Une semaine d'activités et de présentations pour découvrir l'avancée des sciences grâce au projet financé par l'ANR. Comment fonctionne un neurone ? C'est vrai ça, comment quelque chose d'aussi petit peut nous permettre de bouger ou de penser? Ce n'est qu'une cellule comme les autres, non? Pas tout à fait. À l'intérieur, il y a tous les éléments habituels, mais aussi une sorte de bras qu'on ne retrouve que chez les neurones. L'extrémité se divise en plusieurs petites branches, chacune pointant vers un voisin. C'est comme ça qu'ils communiquent. Des produits chimiques sont libérés à la pointe et ils vont aller jusqu'à la prochaine cellule, comme s'ils envoyaient des avions en papier avec des messages écrits dessus. Et ça va continuer comme ça jusqu'à ce que l'information arrive au bon endroit. Chaque seconde, entre 86 milliards et 17,2 trilliards de fois rien que dans le cerveau. Leur langage, 60 produits chimiques différents. Grâce à eux, ils peuvent donner plein d'ordres, faire bouger nos muscles, contrôler la digestion ou même nous permettre de nous détendre. Combien il en faut? Énormément. Vous avez peut-être déjà entendu la phrase « il y a plus de neurones qu'il n'y a d'étoiles dans la galaxie ». Pour en être sûr, le seul moyen, c'est de les compter un par un. C'est un peu laborieux, donc on a quand même mis au point une méthode plus efficace. On prélève un morceau du cerveau, puis on le broie. On va pouvoir lui faire subir différents traitements qui vont séparer les cellules et rendre les neurones visibles. Plus qu'à mettre le liquide obtenu sur une plaque quadrillée et compter ce qu'on voit. Les lignes permettent d'éviter de compter plusieurs fois le même. Vu qu'on connaît le poids initial de l'échantillon, on peut faire une approximation de la valeur totale. Et ça pour n'importe quelle partie du système nerveux. Au final, rien que dans notre crâne, on en compte près de 100 milliards. C'est donc vrai, il y en a presque autant que les étoiles dans la Voie lactée. Mais on les retrouve pas forcément là où vous le pensez. L'encéphale représente 80% du cerveau, mais ne contient que 20% des neurones présents dans notre tête. Tout le reste est situé là, dans le cervelet. Logique, il contrôle une grosse partie de nos mouvements et nos interactions sociales. On en trouve aussi beaucoup dans la moelle épinière. Fonctionnement de nos muscles et dans nos organes, informations sensorielles, tout passe par là. Et c'est pas fini. On l'oublie souvent, mais l'être humain possède un autre système nerveux. C'est le SNA, qui est séparé en 3 parties différentes. Celle qui permet à votre corps de réagir face au danger, libération d'adrénaline et de noradrénaline, augmentation du rythme cardiaque et respiratoire. Le parasympathique qui fonctionne dans l'autre sens, ralentissant le métabolisme du corps pour vous permettre de vous détendre et de vous endormir. Elles sont toutes les deux constituées par le réseau de nerfs qui parcourt notre corps. Le dernier est celui qui gère votre intestin et la digestion. Oui, vous avez bien entendu, c'est un peu votre deuxième cerveau, car composé de plus de 500 millions de neurones, 7 fois plus que dans votre moelle épinière. Mais comment les neurones sont arrivés là? Quelle partie de notre corps les fabrique? En fait, aucune. Tout s'est mis en place avant la naissance, pendant que nous n'étions encore que des embryons. À ce moment, on est presque entièrement constitué de cellules souches, celles qui peuvent évoluer pour devenir n'importe quelle autre partie de notre corps. Certaines sont moins libres et peuvent seulement se transformer en un nombre limité de choix. C'est dans cette catégorie qu'on trouve les SNS, qui pourront prendre 3 formes. Des neurones, mais aussi des astrocytes. Elles forment une structure protégeant le système nerveux et assurant son approvisionnement en nutriments. Sinon, elles deviendront des cellules sécrétant une membrane spéciale. Elles se déposent autour des bras des neurones pour les protéger et accélérer la vitesse des messages.
âge. On les appelle les oligodendrocytes. Et pas besoin d'en refaire de nouvelles après la naissance, elles vivent plus de 100 ans. Seules les maladies dégénératives ou les traumatismes physiques peuvent les détruire. Et ben en fait, on se trompait complètement. L'adulte est capable d'en fabriquer. Le débat a longtemps opposé les scientifiques, mais aujourd'hui, de plus en plus de recherches ont montré la présence de jeunes neurones chez les personnes âgées. En 2019, on a même trouvé où la fabrication avait lieu, dans l'hippocampe, une petite zone enfouie au cœur de notre cerveau. Mais si l'être humain en produit toute sa vie, pourquoi il n'arrive pas à remplacer ceux endommagés par les liaisons des moelles épinières ou des maladies dégénératives par exemple? C'est pour essayer de comprendre ça que les chercheurs de l'Institut des neurosciences du campus de la Timone ont lancé leur projet Saraband. Ça afin de créer un cerveau sur puce. Rassurez-vous, c'est pas le labo du Dr Frankenstein. On se contente pas de coller un bout de cervelle sur un morceau de plastique avant de balancer des décharges pour voir si ça fonctionne. Ici, on essaye plutôt d'en fabriquer un miniature en partant de zéro. Et pour faire ça, faut des neurones. Et on peut pas aller toquer aux portes des gens pour leur demander un petit don de cerveau. Le plus simple serait d'utiliser des cellules souches, mais là aussi, ça bloque. En prélever chez un embryon, ça pose des problèmes éthiques et chez l'adulte, c'est une procédure très intrusive. À moins que une équipe américaine a développé une méthode, les fabriquer à partir de cellules de peau. Elles ont dans leur ADN toutes les informations nécessaires pour se transformer. Ça traîne juste dans un coin car elles n'en ont pas besoin. Pour réactiver ça, il faut les exposer aux bons acides nucléiques. Ça va permettre d'entraîner la métamorphose. On peut même choisir le type de cellule qu'on obtient. Il faut juste utiliser les bons produits, ça prend entre une semaine et un mois, mais le rendement dépasse les 15%. Plutôt pas mal vu qu'on peut facilement obtenir des prélèvements sans risque pour les patients. C'est bon, on a la matière première, mais si on la laisse comme ça, il va y avoir un problème. Les neurones vont se lier entre eux, mais comment faire pour leur donner des ordres? Le but de l'expérience est de pouvoir les contrôler pour étudier leurs réactions. Ils vont donc être modifiés grâce à l'optogénétique, une technique récente. On va leur greffer une molécule qui réagit à la lumière. Lorsqu'elle captera un rayon, elle va libérer de l'énergie qui va activer le neurone auquel elle est liée. Ça fonctionne comme un interrupteur. Sans lumière, ils restent en état de veille et dès qu'on les allume, ils émettent un signal qui se répand de l'un à l'autre. Certains s'activeront en présence de rouge, d'autres de vert, comme ça on contrôle quelle partie du réseau se met en fonctionnement. Grâce à ça, les scientifiques peuvent regarder le chemin qu'emprunte l'information, jusqu'où elle se répand et à quelle vitesse. Cette fois c'est bon, on peut les mettre en place sur des micropuces, pas plus grosses qu'une pièce de 2 €. Comme le matériau est transparent, on peut observer les cellules se mettre en place et se connecter les unes aux autres, et surtout étudier la manière dont l'information va circuler. Cette méthode a donné des idées à des chercheurs australiens. Après avoir cultivé, ils ont placé des électrodes dans une boîte de pétri. Pourquoi faire? Les faire jouer à une partie de Pong. Et ça marche! Un ordinateur traduit les pics d'activité dans la boîte en données qui déplacent la barre. C'est bien la preuve qu'on n'a pas besoin de beaucoup de neurones pour faire quelque chose. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le nombre qui est important, c'est les connexions qu'ils créent entre eux. Les scientifiques se sont rendus compte qu'en stimulant une zone du cerveau, elle se multiplie. Ça accélère la vitesse à laquelle circule l'information. S'il est bien actif, un seul neurone peut se lier à plusieurs milliers d'autres. C'est ce qui se passe quand vous faites travailler votre mémoire. Plus vous vous entraînez, plus vous trouverez les réponses rapidement. A l'inverse, si on ne les sollicite pas, ils finissent par rompre les connexions inutiles et l'information met plus de temps à arriver. Tout ce processus, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, la capacité de votre cerveau à se réorganiser selon les besoins. Mais comment toutes ces connexions se mettent en place? Est-ce que des espèces chimiques interviennent dans le processus? Les chercheurs du projet Saraband se posent la même question. Et on a déjà quelques réponses. On sait déjà depuis plusieurs années qu'une hormone est responsable du développement des neurones, le BDNF. Comment il fonctionne? Ça, on n'a pas encore trouvé. Mais au cours d'un projet précédent, le projet Batman, ils ont montré qu'il était beaucoup moins présent chez les personnes atteintes par la maladie de Huntington. Ça leur a donné une idée. Essayer de reproduire les effets de ces maladies sur les micropuces. Ils commencent donc par créer un réseau, puis brisent les connexions pour simuler les effets de la pathologie. Le but est de voir si en stimulant suffisamment les neurones, ils arrivent à reconstruire tout ce qui a été détruit. C'est l'objectif de leur projet ambitieux, contrôler parfaitement les mécanismes de la neuroplasticité pour ensuite l'appliquer sur des êtres vivants. Ça ouvrirait plein de possibilités et permettrait de reprogrammer le cerveau. Dit comme ça peut faire peur, mais ça pourrait être le remède à toutes les maladies dégénératives pour lesquelles on n'a aucune solution actuellement. Par exemple, la maladie de Huntington, héréditaire et très rare. Elle touche entre 3 et 7 personnes sur 100 000 en Europe. À cause d'une erreur génétique, une protéine produite par les neurones va être inefficace. Elle ne remplit plus son rôle, mais en plus, elle va devenir toxique, entraînant petit à petit la mort des cellules. En progressant, ça va entraîner de l'anxiété et de la dépression, puis des troubles moteurs, perte d'autonomie et finalement la
la mort. Les symptômes se déclenchent à l'âge adulte, entre 30 et 50 ans. Même si on la détecte avant, tout ce qu'on sait faire, c'est soulager la douleur jusqu'à l'inévitable. On est tout aussi démunis avec Alzheimer ou Parkinson. Maîtriser le processus de croissance de nos neurones n'empêchera pas la maladie de se déclencher, mais elle pourrait contrer ses effets. Ça pourrait aussi servir à nous rendre meilleurs. Plus le nombre de connexions est grand, et plus l'apprentissage et la mémorisation sont optimisés. On pourrait donc cultiver votre peau pour en faire des neurones modifiés. Dès que vous commencez votre leçon de piano, vous appuyez sur un petit bouton qui déclenche la croissance de vos neurones. Ça deviendrait beaucoup plus facile d'étudier et surtout de retenir les informations. Ça aurait été pratique pour ma thèse. Et si vous pensez que c'est de la science-fiction, détrompez-vous, ils travaillent déjà dessus, ainsi que d'autres équipes à travers le monde. On vous en avait déjà parlé dans une précédente vidéo. Des pilotes d'avions novices ont vu leurs compétences augmenter plus rapidement que la normale car on stimule électriquement leur cerveau. Pas n'importe comment, en ciblant les zones qui s'activent chez les pilotes aguerris pendant qu'ils volaient. L'utilisation des micropuces ouvre de nombreuses possibilités. Elle pourrait servir à cultiver les neurones d'une personne paralysée, façonner le réseau suivant la forme voulue pour ensuite le transplanter dans sa moelle épinière pour rétablir la connexion et lui rendre l'usage de son corps. Peut-être qu'on pourra même s'en servir de cartes SD, des morceaux de cerveau transportables pour stocker ou rajouter des informations. La mémoire est gérée par différentes zones du cerveau. L'hippocampe va s'occuper des événements nous concernant et qui sont liés à un contexte, date ou lieu par exemple. Tout ce qui commence à être trop vieux va être transféré dans le néocortex. On trouve plein d'infos en vrac dedans mais qui peuvent être utiles. La boulangerie de notre quartier, comment s'appelait le prof de sport au collège, etc. C'est pendant qu'on dort que les souvenirs y sont stockés. Le cerveau fait du tri pendant la nuit, ce n'est pas un mythe. Pour tous les souvenirs qui ont entraîné des émotions fortes, comme le décès d'un proche ou une demande en mariage, c'est l'amygdale qui prend le relais. Souvent, c'est la zone où les neurones ont le plus de connexions, car c'est les souvenirs les plus durs à oublier. Pour la mémoire inconsciente, ça sera réparti dans deux endroits, les ganglions de la base et le cervelet. En poussant la technologie, on pourrait créer des réseaux sur une puce, puis les réintégrer à notre cerveau pour y stocker des infos. Vous voulez revoir un souvenir vieux de 10 ans? Pas de problème, il faut juste remettre la puce en place et voilà. On a encore du chemin avant d'en arriver là, mais les choses évoluent vite. Des équipes à travers le monde commencent déjà à s'en servir pour tester l'effet de médicaments. Ça permet de connaître leur efficacité contre des maladies neurologiques sans avoir recours à des tests sur les animaux. C'est d'ailleurs une des critiques envers le projet d'Elon Musk. D'après le journal Reuters, la pression et les deadlines imposés aux employés auraient entraîné la mort de 8 animaux. L'entreprise a confirmé l'information et lorsque le scandale a éclaté, elle a rompu son contrat avec l'Université de Californie et a rapatrié ses travaux dans son enceinte sans donner de suite. Le journal laisse entendre que depuis 2018, le nombre serait bien plus élevé. Aujourd'hui, aucune preuve, mais une enquête est quand même en cours. C'est pour ça que ces technologies peuvent vraiment changer les choses. Les travaux de l'Institut des neurosciences de la Timone ont déjà permis d'en apprendre plus sur le fonctionnement de notre cerveau. Leurs résultats n'ont pas encore été publiés, mais on les attend avec impatience. Si ça vous intéresse autant que nous, vous pouvez découvrir leur projet au festival Explore de Marseille. L'occasion d'en apprendre plus sur beaucoup d'autres qui ont été financés par l'ANR, un événement qui dure du 27 mai au 2 juin pour présenter les dernières avancées de la science au grand public. Comme nous, ils essayent de vous partager notre passion pour la science et ses secrets.